Bonjour, chers amis et chères amies. Voici la 4e interview en vidéo de C'est l'Europe, notre conférence pan-européenne de Strasbourg. Elle a été créée en septembre 2020. Cette fois, l'interview se déroule en français avec notre invitée, la députée Madame Anne Sander. Je suis le coordinateur de l'association C'est l'Europe. Bonjour Madame Sander. Vous avez été Bonjour. Bonjour. Vous avez été élue en 2014, puis à nouveau réélue en 2019, députée européenne sur la liste de la droite et du centre. Où se situe votre circonscription et à quel groupe politique appartenez-vous au Parlement européen? Alors, au Parlement européen, je suis membre du Parti populaire européen. Donc, vous savez, je suis élue en France. En France, j'appartiens au parti Les Républicains. Et aujourd'hui, ma circonscription, depuis 2019, c'est toute la France. Jusqu'en 2019, la France était répartie en circonscriptions régionales. Et là, ma circonscription, c'était l'Est de la France, donc à savoir le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça a été changé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et donc, on a une circonscription plus importante. Moi, je regrette un peu cet ancrage local qui était plus évident auparavant. Oui, donc vous êtes devenue française, en somme. Vous n'êtes Oui, en quelque sorte. Grand Est, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous appartenez donc au Parlement européen, au groupe PPE, n'est-ce pas? Au parti populaire européen. Populaire européen. C'est la droite et le centre, n'est-ce pas? C'est ça, C'est la droite et c'est le centre qui réunit effectivement des partis politiques qui partagent les mêmes sensibilités au niveau européen. Bon, très bien. Alors, j'ai lu votre carrière, évidemment, et puis on se connaît quand même, je vous entends depuis des années, mais il y a deux choses qui me frappent dans votre carrière. La première, c'est que vous accumulez les diplômes et les titres. Maîtrise de gestion, je lis, maîtrise de gestion à la faculté des sciences économiques de Strasbourg, diplôme d'études supérieures spécialisé en développement local, puis un doctorat en sciences économiques. Vous avez été chercheur au laboratoire Beta-CNRS, puis présidente de la commission territoires et coopération au Conseil économique, social et environnemental de l'Alsace. Vous avez été aussi présidente de la jeune chambre économique de Haguenau avant votre carrière politique au Parlement. N'est-ce pas? Ça fait beaucoup tout ça. Et j'en ai presque oublié ma deuxième question, puisqu'il y avait deux points qui m'ont frappé. Vous êtes alsacienne. Est-ce que cela vous apporte quelque chose dans votre action politique d'être une autre chose qu'une Française de l'intérieur, comme on appelle les Français en général ici en Alsace? Est-ce que ça vous apporte quelque chose d'être alsacienne? Oui, alors peut-être je vais faire le lien d'abord avec mon parcours universitaire que vous avez cité. Finalement, si je suis au Parlement européen aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai fait des études longues et en particulier mon doctorat. Et à l'époque, pour financer mes études, je suis allée travailler chez Joseph Daul. Et ça a démarré avec un petit job étudiant Oui. en plus de mon doctorat. Et finalement, c'est comme ça que je me suis investie avec Joseph Daul et en politique, à côté de mes études et de mon parcours associatif, notamment à la Jeune Chambre économique. Le fait de m'investir au niveau européen, évidemment, je pense que c'est lié aussi à mes racines, à mon histoire. Quand on est alsacienne, comme je le suis, dans l'histoire familiale, forcément, sont inscrits tous les conflits qu'il y a eu dans notre région. Beaucoup de sang, beaucoup de larmes ont été versées en Alsace à travers les différents conflits, les différentes guerres. Mais c'est là aussi où on a construit, on a reconstruit, on a pansé les plaies et on est allé de l'avant. Et tout ça, on le doit à la construction européenne. Donc, le fait d'être alsacienne, alors
je pense que ça contribue à une prise de conscience qui est peut-être plus forte. J'ai néanmoins des collègues députés européens français qui sont tout aussi investis dans leur mandat, mais néanmoins, je pense qu'en tant qu'Alsacienne, ça va peut-être plus vite. Oui, je pense que, disons, leur situation aux Alsaciens en Europe a été source de déboires et de souffrances jusqu'à 1945-50, n'est-ce pas? Et puis maintenant, cette situation géopolitique très centrale est devenue un atout. Et on comprend que les Alsaciens veuillent conserver, disons, leur identité, qui est un peu différente et un peu spéciale et un peu plus européenne peut-être que celle d'autres. Mais depuis le début de cette année, ils ont gagné une bataille, puisque l'Alsace, qui était intégrée et disparaissait, pour ainsi dire, dans la région Grand Est, a récupéré son identité sous forme de, je lis ce titre, collectivité territoriale européenne. Quel est l'objet de cette institution? Alors, je crois que ce qui était important, c'était de redonner une existence institutionnelle à l'Alsace. Et c'est vraiment, ça a été le combat des parlementaires alsaciens, ce à quoi ils sont arrivés. Alors maintenant, effectivement, cette collectivité, la collectivité européenne d'Alsace, a été créée et elle a maintenant, eh bien, elle récupère les compétences qu'avaient les conseils départementaux auparavant, mais elle gagne aussi en nouvelles compétences. Je veux citer par exemple le bilinguisme ou encore le transfrontalier. Donc évidemment, elle jouera aussi un rôle dans les relations franco-allemandes. Oui, oui, cette collectivité n'a rien à voir avec cette entité transfrontalière qu'on appelle l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Et non, Oui, ce sont vraiment des structures différentes. L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, lui, dépend de la ville, de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, ce sont des structures différentes, mais néanmoins, je crois que bon, alors il y a la question du millefeuille, hein, on parle souvent de millefeuille administratif, oui. mais en même temps, moi je crois que sur des sujets comme la coopération transfrontalière, eh bien, il y a la place pour une action à différents niveaux. La région Grand Est, qui a des frontières avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, avec la Suisse, a évidemment un rôle important à jouer en matière de coopération transfrontalière. La collectivité européenne d'Alsace aura elle aussi un rôle particulier à jouer. Et l'Eurodistrict, il y a d'ailleurs plusieurs Eurodistricts, il y a aussi, je crois qu'il y en a 4 en Alsace, il y a aussi celui de Pamina qui est très dynamique en Alsace du Nord, il y en a un en Alsace centrale, en Alsace du Sud, dans le secteur de Saint-Louis, et donc celui de Strasbourg. Eux seront plus sur des sujets sur la coopération transfrontalière de proximité. C'est une échelle beaucoup plus locale. Mais je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et l'action des différentes structures doit se compléter. C'est ce qui est important. Voilà. Alors maintenant, je vais entrer in medias res, hein, dans le cœur du sujet. Voilà, ces jours-ci, le président du Parlement européen, David Sassoli, questionné par le journal Le Figaro, a rassuré les Français et les Strasbourgeois. Il a dit, alors je vais vous lire, le siège du Parlement européen est à Strasbourg. Je le lis très nettement parce que nous avons aussi des Allemands qui nous écoutent. Le siège du Parlement européen est à Strasbourg. C'est inscrit dans les traités et l'histoire de l'Union européenne le confirme. Nous n'avons pas été en mesure de nous y rendre en raison de la pandémie, mais j'ai bien l'intention d'y retourner dès que possible. Le siège de Strasbourg n'est pas du tout remis en question.
toute initiative pouvant faire croire que l'on pourrait ne pas y revenir n'a pas le moindre fondement ni le moindre sens. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes contente, sans doute. Oui, 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 bien sûr, je suis contente de la déclaration. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des faits. Et les faits aujourd'hui, depuis d'ailleurs, qui ne datent pas seulement d'aujourd'hui, depuis des semaines maintenant, eh bien, ces faits, pris très objectivement, eh bien, me font dire que le Parlement aurait pu revenir à Strasbourg depuis un certain temps déjà. D'abord parce que la situation sanitaire à Strasbourg n'est pas pire qu'ailleurs. Je ne veux pas opposer sur un sujet aussi délicat Bruxelles et Strasbourg, mais néanmoins, nous savons tous que la Belgique a très, très largement été touchée par la pandémie, plus encore que d'autres pays, si vous ramenez au nombre d'habitants. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister. Moi, je veux insister sur les mesures qui ont été mises en place par les autorités locales à Strasbourg. Je veux insister sur les mesures qui ont été mises en place par les hôteliers à Strasbourg pour permettre d'accueillir les députés européens et le personnel du Parlement en toute sécurité, comme ça a d'ailleurs été fait lors de la session plénière du Conseil de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Oui, depuis un certain temps, tous les députés siègent théoriquement, je dis théoriquement, à Bruxelles, alors que finalement tout se déroule sur Internet, en numérique. Non, alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Normalement, les députés, le président Sassoli nous a indiqué qu'il n'y avait pas de session avec une présence physique, mais que les députés devaient prioritairement être en visioconférence. Or, en réalité, c'est l'inverse. On se rend compte que lors des sessions plénières, les députés sont bien présents à Bruxelles. La semaine dernière, on a eu une session à Bruxelles, 480 députés étaient présents. Ah oui. Donc, ce n'est pas une session à distance, c'est réellement une session qui se tient à Bruxelles. Donc, si les députés font le déplacement à Bruxelles, ils pourraient très bien le faire à Strasbourg. D'accord. Bon, ils vont revenir. Est-ce que vous pensez, deux questions intercalaires, est-ce que vous pensez que les gouvernements français successifs ont fait de leur mieux pour sauvegarder le siège du Parlement européen à Strasbourg? Et je veux dire quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. J'ai dit que des Allemands nous écoutent, mais aussi pas mal d'Autrichiens. Notre association est très implantée en Autriche et c'est très important pour nous. Voilà. Alors donc, est-ce qu'on a fait suffisamment à Paris, il faut bien le dire, pour sauvegarder le siège du Parlement à Strasbourg? Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons besoin, bien sûr, toujours d'une parole forte en faveur de Strasbourg, mais nous avons besoin d'une action forte pour montrer que la France est attachée à son siège du Parlement. Vous savez, si vous prenez les dernières années, nous accueillons à Strasbourg beaucoup de ministres. Nous avons accueilli les présidents de la République. Et alors, depuis que je suis députée européenne, on a accueilli François Hollande, on a accueilli Emmanuel Macron, et à chaque fois qu'ils sont venus, ils se sont adressés aux Strasbourgeois pour leur dire, bien évidemment, c'est à Strasbourg que bat le cœur de l'Europe avec le Parlement européen. C'est très bien. Mais nous, Alsaciens, Français, nous en sommes convaincus. Ce n'est pas à nous qu'il faut le dire. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une action auprès des autres chefs d'État et de gouvernement pour leur dire à eux que le siège du Parlement est à Strasbourg et que c'est non négociable. Et là, je crois que la France devrait avoir une parole forte, mais en même temps, il faudrait que la France se montre plus ferme
vis-à-vis du Parlement européen pour que le Parlement revienne le plus rapidement possible. Justement, est-ce que vous avez des alliés dans la défense de Strasbourg? Quelle est l'attitude des Allemands, du gouvernement allemand ou des députés allemands? Quelle est l'attitude de petits pays, plus petits pays comme l'Autriche ou le Luxembourg, par exemple? Alors, je dois dire que les Luxembourgeois sont nos alliés Oui, naturels et historiques parce qu'ils partagent les mêmes craintes. Le Luxembourg, je le rappelle, accueille le secrétariat général du Parlement et est toujours très inquiet aussi quant à une recentralisation sur Bruxelles des activités du Parlement. Donc les Luxembourgeois sont toujours nos alliés. Dans les autres délégations nationales, eh bien, les choses évoluent. Mais néanmoins, nos meilleurs alliés restent effectivement les Allemands, restent aussi, je sais que certains députés autrichiens nous soutiennent. Vous voyez, on a plutôt, nos alliés, c'est plutôt les anciens pays, pas uniquement les pays fondateurs, mais des pays plus anciens, et ceux avec qui on doit vraiment se battre beaucoup, c'est surtout les pays d'Europe du Nord. Néanmoins, il faut bien le dire, j'ai des collègues allemands, j'ai des collègues autrichiens aussi, eh bien, qui aujourd'hui ne soutiennent plus Strasbourg, alors qu'historiquement, ça a toujours été nos alliés. oui, voilà. Madame Merkel et Madame Kramp-Karrenbauer avaient fait des réflexions assez désagréables et puis elles sont revenues un peu dessus. On n'en parle plus maintenant. Voilà. Ce qui m'intrigue, c'est que, en fait, cette campagne anti-Strasbourg était déclenchée par les Britanniques et ils avaient vraiment sorti la grosse artillerie contre Strasbourg et c'était une campagne même assez sournoise. Et maintenant, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là maintenant. Alors, est-ce que ça vous arrange un petit peu? Est-ce que ça ne s'est pas un petit peu amélioré depuis que les Britanniques sont allés? Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. C'est-à-dire que la proportion de députés très critiques vis-à-vis de Strasbourg ou qui veulent rester à Bruxelles, eh bien, dans le temps, n'a cessé d'augmenter. Donc, même avec le départ des Britanniques, le rapport ne nous est pas favorable. Il faut bien Oui. le dire. Ah oui. Hmm. Euh, Et bon, ce pour alors, différentes raisons aussi. Vous savez, parce que maintenant, vous avez un certain nombre de collègues, députés européens, qui ont aussi choisi eh bien, de s'installer à Bruxelles, qui ont fait venir leur famille à Bruxelles. Et ces députés-là, eh bien, souhaitent moins se déplacer et donc venir à Strasbourg est pour eux une contrainte supplémentaire. oui, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais on voit quand même que Strasbourg pourrait peut-être faire certaines choses pour loger les députés, pour les enraciner un petit peu ici, eux et leurs collaborateurs et collaboratrices aussi, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y Oui, ait et un problème davantage. d'accessibilité aussi. Hein. Ça, je crois que Oui, c'est un gros oui, point, l'aéroport de Strasbourg qui devrait vraiment, vraiment être développé encore plus. oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute manière, pour les Autrichiens, les gens du Sud, de l'Allemagne, les Italiens, les Français, une partie des Français, les Espagnols, les Portugais, Strasbourg est plus proche que Bruxelles, n'est-ce pas? Enfin bon, passons. C'est pas le plus Plus important. proche, mais moins Hein? accessible. Comment? Plus proche, mais moins accessible. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà le problème, oui. Alors, il y a aussi le problème que les députés se déplacent une fois par mois, 3-4 jours, pour venir 3-4 jours à Strasbourg, avec tout leur staff, leur documentation, etc. Ça coûte cher et ça impose un surcroît de travail et même peut-être du désordre dans les documents et dans les idées. Est-ce que ça serait pas plus simple de ne plus venir à Strasbourg et de s'installer donc à Bruxelles? Voilà. Voilà une chose concrète et logique, non? Moi, je n'y crois pas parce que
tout le fonctionnement de l'Union européenne a été imaginé de manière décentralisée. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de tout centraliser sur Oui, Paris, mais en Europe, c'est le polycentrisme qui a été choisi et dans le fonctionnement, les députés, dans tous les cas, sont amenés à se déplacer. Parce que nous avons les périodes que nous passons au Parlement, mais nous avons aussi toutes ces périodes, et elles sont très nombreuses. Nous sommes en déplacement, en réunion de délégation, en réunion de groupe, dans les différents pays de l'Union européenne. Nous avons toutes les agences européennes qui sont situées dans l'ensemble des pays européens. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager parce que l'Europe se doit d'être présente dans les territoires, dans les États membres. oui, d'accord, oui, voilà. Bon, alors, je pense d'ailleurs que il avait été décidé, enfin je me souviens qu'il avait été décidé au départ que les institutions européennes importantes ne seraient jamais logées dans la capitale d'un État membre. Et la première Assemblée européenne dans les années 50 n'était pas à Bruxelles, mais à Liège. Puis ils sont allés à Bruxelles, maintenant ils sont dans une capitale. C'est une dérogation, disons, à la pensée des pères fondateurs de l'Europe. Voilà. Maintenant, passons un petit peu à l'Europe. Euh, avec, on entend dire avec la crise sanitaire que l'Europe s'est disloquée, les pays ont pris des décisions les uns dans un sens, les autres dans un autre, les frontières se sont fermées plusieurs fois. Récemment, l'Allemagne a fermé sa frontière avec la Tchéquie, le Tyrol, la Lorraine. Est-ce que l'espace Schengen, cet espace libre de frontières, cet espace européen, à circulation libre existe encore ou est-ce qu'il est menacé? Oui, il existe encore et il faut se battre pour le maintenir parce que Schengen, c'était vraiment ça. C'était on protège nos frontières extérieures, mais on Oui, organise la libre circulation intérieure. La difficulté, c'est que ce sont les États membres qui sont en charge de gérer leurs frontières. Alors ça, en soi, c'est pas un souci et je comprends, moi, que les États veuillent garder cette compétence. Le problème, c'est que tout s'est fait de manière non coordonnée, avec des décisions totalement différentes, et vous l'avez bien dit, avec des fermetures de frontières effectives, mais parfois aussi déguisées. Lorsque vous mettez en place des contraintes tellement fortes pour rentrer dans un État membre, eh bien, c'est finalement une frontière invisible, mais c'est clair, néanmoins oui, bien une sûr. frontière quand même. Donc, Oui, l'Union européenne, eh bien, doit être là pour rappeler les États membres à l'ordre, pour donner des lignes directrices, ce qu'elle a fait dès le premier confinement, enfin, dès l'apparition de la pandémie. Et grâce à cela, néanmoins, les marchandises, par exemple, ont pu continuer à circuler parce qu'on a mis en place des couloirs verts. Et c'est ce qui a permis aux Européens de continuer à être approvisionnés en marchandises, en matières premières, en oui, nourriture. Nous n'avons manqué de rien parce que les marchandises ont pu continuer à circuler. Là où c'est plus compliqué aujourd'hui, eh bien, c'est pour tout ce qui est circulation des travailleurs. La règle est maintenue, les frontières restent ouvertes parce que le Parlement européen, eh bien, là aussi, s'est fait entendre et l'a exigé. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes assez fortes pour les gens qui circulent. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, là où c'est le plus douloureux au niveau européen, c'est dans l'esprit des gens. Parce que même si l'Union européenne s'est mobilisée très rapidement, a quand même agi en mettant en oui, place des mesures de soutien, en achetant en commun du matériel médical, il y a eu des échanges de malades, enfin, beaucoup de choses ont été faites, mais cette fermeture des frontières, eh bien, c'est elle qui a finalement donné un signal très négatif, et ça, c'est ce qui reste ancré dans l'état d'esprit
des gens. Nos c'est vrai. concitoyens sont critiques parce qu'ils considèrent que l'Union européenne a été impuissante et n'a pas pris les bonnes décisions, même si les décisions n'étaient pas prises par l'Europe, mais étaient prises par les États membres. Et ça, c'est dommage, parce que là, c'était une belle occasion de communiquer et de montrer Oui. ce que l'Europe a fait parce qu'elle n'est pas restée inactive. Oui, oui, justement, personne n'a parlé de l'article 23 du traité de l'accord de Schengen, qui permet aux États membres d'avoir la maîtrise de leurs frontières en cas de danger, de risque. C'est un état, en cas d'état d'exception, d'état d'urgence, n'est-ce pas? Ils peuvent fermer les frontières tant que le danger existe, euh, pour un mois d'abord, et puis ensuite, ils peuvent prolonger s'il y a danger. Par conséquent, on est dans cette situation avec le Covid, c'est évident. Bon, alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est évidemment que les touristes allemands ne viennent plus à Strasbourg. Ils remplissaient les rues de Strasbourg, c'était vraiment extraordinaire. Ils considéraient, les Allemands, pas seulement frontaliers, considèrent que Strasbourg fait partie de leur espace. Non pas qu'ils considèrent que l'Alsace est allemande, bien sûr, mais en fait, ça fait partie de leur espace culturel en quelque sorte. Et ils étaient très présents et ils faisaient marcher le commerce. Et ils ne sont plus là et les rues de Strasbourg sont désespérément vides. C'est très attristant. Croyez-vous qu'ils peuvent revenir et qu'on les fera revenir et que faire pour les faire revenir? Enfin, il faut évidemment que le Covid disparaisse, qu'on soit vacciné. Oui, moi je suis très optimiste sur le retour de nos amis allemands parce que c'est un espace de vie et parce que ce sont, je dirais, des visiteurs de proximité. Donc ça, c'est pas le Oui, souci. Dès qu'on rouvrira les frontières, dès que les restaurants, les terrasses et les lieux de culture pourront rouvrir, eh bien, ces visiteurs, ces touristes de proximité, ces consommateurs, parce que comme dit, c'est vraiment ces consommateurs du quotidien, parce que c'est des espaces de vie, c'est un espace de vie que nous partageons, tout comme les Français vont à Kiel ou ailleurs. Hein. Donc ça, je ne suis pas inquiète, ça ira très vite. Par contre, effectivement, là où il y a un vrai souci, c'est pour les touristes qui viendraient de plus loin. Je ah crois que oui, cette pandémie, on le voit bien, a donné un coup de frein à l'industrie du tourisme partout dans le monde. Et là, oui. effectivement, ça mettra sans doute plus de temps à être réparé. D'ailleurs, on l'a bien vu cet été. Si l'Alsace a pu accueillir des visiteurs, Strasbourg a eu beaucoup de mal à faire venir du monde et nos hôteliers, nos restaurateurs ont été très durement touchés. Donc ça mettra sans doute plus de temps. Oui, oui. Et beaucoup de magasins ont mis la clé sous la porte, malheureusement. Ça se voit à l'œil nu, hein, dans les rues. Oui. Pensez-vous que la Commission donc n'a pas n'est pas coupable des accusations qui ont été portées contre elle, que la vaccination aurait pris du retard parce qu'on a confié cette négociation avec les grands laboratoires à la Commission, etc. Et que de ce fait, voilà quoi, la Commission n'est pas apte à nous sauver. Alors, moi, je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait au niveau européen et en particulier par la commissaire Maria Gabriel pour investir dans la recherche et pour permettre la mise au point des vaccins parce que l'Europe s'est beaucoup mobilisée. C'est vrai, l'étape suivante a été plus difficile, la négociation des contrats et surtout aujourd'hui, le respect et la mise en œuvre de ces contrats. Et là, effectivement, c'est plus difficile. Néanmoins, je ne crois pas que les États membres pris isolément auraient fait mieux. Je pense qu'il y aurait eu une concurrence beaucoup plus importante. Je pense aussi que, ne serait-ce que pour le financement, hein, tout en Oui, amont, les pays n'auraient jamais pu financer la recherche pour mettre au point les oui, vaccins. Donc, il fallait la force de frappe de l'Union européenne. oui, et Donc, les vaccins, l'action et les vaccins
Alors, Oui, moi, je regrette, hein, on a pris beaucoup, beaucoup de retard, alors qu'il y avait une belle carte à jouer au niveau européen. Je oui. reste néanmoins convaincue que s'il n'y avait pas l'action de l'Union européenne, la situation serait beaucoup plus difficile encore. Oui, je souligne en passant que ce sont les Allemands qui ont inventé le premier vaccin, Pfizer, le vaccin à ARN messager. C'est le laboratoire BioNTech qui l'a trouvé et Pfizer, l'américain, a mis simplement sa puissance industrielle à son service. Hein. Bon, ceci en passant. Hein. Euh, les, les gens ont gardé aussi, parce que vous dites que on retient les mauvais souvenirs souvent, hein, ça marque. Les gens ont gardé cette idée que la commission n'était pas à la hauteur et il est à craindre maintenant que les eurosceptiques, pour ne pas dire les europhobes, reviennent à la charge et disent que il vaudrait mieux que les États-nations reprennent les choses en main. Euh, au fond, il faudrait dissoudre le Conseil européen ou en faire quelque chose d'annexe. Voilà, on revient à l'Europe des nations. Là, je suis un peu iconoclaste, mais je veux vous piéger un peu. Non, mais on ne va pas laisser les populistes nous dicter quelle Europe nous voulons. Il nous faut une Europe forte. L'Europe, c'est une belle opportunité pour les citoyens européens, pour l'économie européenne, parce que c'est vraiment ce qui doit nous permettre de peser dans le monde. L'Europe, c'est aussi une belle idée de paix, ce sont des valeurs et il faut se battre pour cette Europe. Mais c'est vrai, eh bien, au niveau européen, il y a des choses à améliorer, ça c'est certain. Revenir à une Europe des nations, moi je crois qu'il y a vraiment un, un, un équilibre à trouver et un juste milieu entre une Europe totalement intégrée, totalement fédéraliste, à laquelle je ne crois plus. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit c'est un beau projet, mais aujourd'hui, ça ne correspond, c'est toujours un beau projet, hein, mais ça ne Oui, correspond plus à ce que veulent les citoyens dans l'ensemble des pays européens. On le voit bien, les États sont renforcés au niveau européen. Et on peut être d'accord ou pas, mais on ne peut pas aller contre la volonté des peuples là-dessus. Donc, il faut un équilibre, mais en même temps, on ne se retrouve mais absolument pas dans les propositions eh bien, des groupes d'extrême droite, parfois oui, d'extrême oui, gauche oui, aussi, et dans leur vision de ce que devrait être l'Europe. Moi, je oui, crois à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, avec certes des points à améliorer, sans doute un Parlement qu'il faut renforcer en lui donnant oui, l'initiative législative, parce que nous avons cette légitimité, nous sommes élus directement eh bien, par les différents citoyens européens. Sans doute aussi qu'il faudra revoir le rôle de la Commission européenne, mais néanmoins, moi je crois profondément dans une Europe unie, ça j'y crois vraiment. oui, je pense que de toute manière, les États-nations sont suffisamment représentés au Conseil européen, ils discutent beaucoup, ils se disputent parfois, mais ils finissent par s'entendre et il faut améliorer les conditions de décision dans cet exécutif qui est l'exécutif de l'Europe. Naturellement, notre temps est écoulé j'avais encore deux questions importantes à vous poser. Nous vivons une crise économique et financière sans précédent avec une dette abyssale. L'Europe a fait beaucoup, je crois, par l'entente franco-allemande, l'entente Macron-Merkel, en fait, l'année dernière, n'est-ce pas, pour réparer tout ça. Hein. Alors, réparer, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous le dire. C'est vrai que pour la première fois, eh bien, les pays de l'Union Oui, européenne s'engagent et s'endettent ensemble 750 milliards
d'euros. Ce n'est pas rien. Alors, c'est sans doute nécessaire. Il faut investir pour préparer le futur. Néanmoins, il faut être extrêmement prudent aussi. Et c'est vrai qu'il nous manque sans doute encore certaines réponses. Et là, la balle est dans le camp des États membres pour être sûr et pour savoir précisément comment cet argent sera déployé, mais aussi comment cet argent sera remboursé. Parce que, évidemment, nous engageons les générations futures. Donc, oui, c'est une bonne chose si vraiment on investit dans le futur. Aujourd'hui, l'argent n'est pas encore là, hein, donc on ne l'a pas encore déployé. Il faudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais les États membres n'arrivent pas, ont mis beaucoup de temps à s'entendre. Les négociations avec le Parlement, que les États membres ont d'ailleurs essayé d'évincer en quelque sorte. Nous avons dû nous battre, nous les parlementaires européens, pour être associés au plan de relance et nous y sommes arrivés. Mais néanmoins, il faut quand même être prudent oui, parce que, vous l'avez dit, c'est un endettement considérable et, oui, et c'est les générations futures qui vont devoir rembourser. Hein. Voilà, alors nous n'avons plus que 3 minutes, 2 minutes. Je ne peux plus vous poser les 2 dernières questions et je pense que nous allons nous réunir à nouveau d'ici quelques temps pour en parler parce que vous avez divers sujets que vous traitez en commission au Parlement européen. Vous vous occupez notamment de l'emploi, du chômage, des aspects sociaux. Nous pensons beaucoup au problème du chômage des jeunes, au malaise de la jeunesse. Je pense qu'il faudra en parler, c'est un sujet. Et puis vous êtes aussi une spécialiste des questions agricoles. Et c'est aussi une question qui nous tient beaucoup à cœur en ce moment où justement la télévision française en parle beaucoup parce qu'il n'y a pas eu le salon de l'agriculture à Paris, etc. Et puis c'est très très important en Europe. Alors je pense qu'il va falloir que nous nous réunissions à nouveau dans 1 mois ou 2 mois. Nous faisons ça à peu près au rythme de mensuel ou un peu plus, ou enfin ça dépend. Et voilà, on vous réinvitera, Madame Sander, et je pense que sous beaucoup de choses que vous avez dites et d'idées, disons presque qui relèvent de la philosophie politique, de la vision politique, je pense, beaucoup servi à nos jeunes qui vous écoutent, nos jeunes on est jeunes jusqu'à 35 ans, n'est-ce pas, ou à 40 ans. Et voilà, donc à la prochaine et merci infiniment et restez en bonne santé, faites bien attention à vous. Et je le dis parce que nous avons 3 langues, bleiben Sie gesund et keep safe. Au revoir. Merci pour votre invitation et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.